en direct avec Guillaume Ponce. Guillaume Ponce qui lui-même se partage en direct. C'est une mise en abîme de Guillaume Ponce. Guillaume Ponce qui essaye de se partager. Ouais. Qui joue en spectacle jeudi soir, dont après-demain. Ici même, à Lubu, Place Rigaud. À Lubu, Place Rigaud, un spectacle qui a une conférence gesticulée qui s'appelle « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres ». Donc l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Et alors, c'est un spectacle qui est directement lié à l'actualité. Là aujourd'hui par exemple on a vu que notre président qui est guéri, Emmanuel, était à Marseille. Ouais. Et il donnait encore des conseils à ceux qui voudraient trouver du travail. Donc après traverser la rue, mais regardez bien à gauche et à droite en même temps, comme dirait l'autre, pour traverser la rue et trouver du travail. Donc à Marseille, il a eu un autre conseil, donc qu'on souhaite faire partager avec vous. Ce qui est, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit du travail, il y en a, on va vous aider à le trouver. Ouais. Alors moi je suis pas expert en mathématiques, mais en France, selon le chiffre le plus bas, la statistique la plus basse du demandeur d'emploi, parce qu'on a 4 stats sur le nombre de demandeurs d'emploi. La plus basse elle est à 2 600 000. Et la plus haute, elle est à 11 millions de demandeurs d'emploi, de chercheurs d'emploi, de gens qui seraient à la recherche effective d'un emploi. Bon, on va prendre le plus bas qui est à 2 600 000, et en termes d'offres d'emploi disponibles, on en a entre 100 et 150 000 en flux constant, sachant que il y a des emplois qui se créent, il y en a d'autres qui se détruisent, donc il y a à peu près entre 100 et 150 000 emplois en offres constantes, et il y aurait 30 000 offres d'emploi par an qui seraient dépourvues de candidats, c'est-à-dire que les fameuses offres non pourvues. Ouais. Et à 30 000, on est sur un chiffre très très large parce qu'en fait, il y a des phénomènes. Alors tout ça, je le raconte dans ma conférence. Il y a des phénomènes d'employeurs qui cherchent le mouton à 5 pattes, qui font de l'offre d'emploi d'opportunité, on appelle ça. C'est-à-dire, vous savez, quand vous allez sur le site de Pôle emploi, c'est les fameuses offres d'emploi où ils demandent des gens qui ont 10 ans d'expérience, des bacs plus 8, qui parlent 4 langues, qui sont disponibles le soir, le week-end et qui acceptent de travailler pour le SMIC. Ça, les employeurs, ils sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a peu de chances qu'ils trouvent quelqu'un avec ce profil-là. Mais c'est une offre d'emploi d'opportunité. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui se présente et qui accepte les conditions, alors là, ils ont fait le casse du siècle, et donc ils trouvent un mec hyper compétent pour 3 fois rien, et c'est le mouton à 5 pattes, quoi. C'est ce qu'on appelle une Jean-Claude Duss. Un peu, ouais. Oublie que t'as pas de chance, sur un malentendu ça peut marcher, alors fonce. C'est ça, donc, alors, t'as le phénomène là, et t'as un autre phénomène sur les offres d'emploi non pourvues, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, ça marche très bien près de chez moi en Auvergne, où en gros, il y a des employeurs qui cherchent tout le temps quelqu'un, et au bout d'un moment, ils trouvent plus personne pour une raison assez simple, c'est qu'il y a plus personne qui va aller bosser pour eux parce qu'il se trouve que l'employeur est connu pour être un employeur pas réglo, qui maltraite un peu ses salariés, qui ne les paye pas en temps et en heure, qui paye pas les heures sup, tout ça, et au bout d'un moment, les gens en ont marre, ça se sait, les gens veulent plus aller travailler. Et en fait, la vraie stat des offres d'emploi non pourvues, elle serait pas entre 30 et 40 000, elle serait entre 2 000 et 3 000, c'est-à-dire offres non pourvues pour manque de candidats, et c'est dans des domaines ultra spécifiques. Genre l'aérospatiale, enfin voilà, vraiment des trucs où effectivement il faut des profils très très particuliers. Astronaute pâtissier, ça se trouve pas tous les jours. Voilà, et donc voilà. Mais bon, admettons, on va prendre le chiffre de 40 000, qui est une statistique qui paraît un peu crédible. Et donc entre 40 000 chercheurs d'emploi, enfin entre 40 000 offres non pourvues et 2 600 000, je sais pas, moi je suis pas un expert en mathématiques, mais moi j'arrive à comprendre aisément que du coup, il y a personne qui trouvera un emploi comme ça du jour au lendemain. Et qu'il suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot. Et puis au-delà de ça, le nombre de demandeurs d'emploi baisse depuis 1 an et demi à peu près. Alors il baisse pas de manière phénoménale, mais il baisse, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont à la recherche d'un emploi. Pourtant, on est toujours aussi pauvres. Et globalement, statistiquement. Et donc en fait, la question c'est de savoir mais quel emploi on trouve aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on est prêt à tout juste pour gagner 3 cacahuètes? Et moi c'est plutôt la question là que j'ai envie de poser. Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier dans nos vies personnelles, juste pour un emploi, pour la plupart du temps des boulots qui nous intéressent pas plus que ça. Alors,
je vais te poser une question. Notre exemple, ça a toujours été, pour le travail, ça a été l'Allemagne. Hein, c'est que depuis les camps où il y a marqué Arbeitsfrei, le travail rend libre, on sait que ces gens-là s'y entendent pour faire travailler les gens, optimiser les travailleurs. En Allemagne, on nous a dit, voyez, ils ont fait le choix d'avoir des salaires très petits, mais quand même de faire travailler plus de gens. Alors salaire très petit, c'est le chômeur à 1 euro, et il y a mieux que le chômeur à 1 euro, je rappelle à nos chers téléspectateurs. Tu m'étonnes pourquoi ils ont accueilli 1 million de migrants, parce qu'ils les payent 80 centimes de l'heure. Donc c'est une certaine vision du travail, car le travail rend libre en Allemagne. C'est très compliqué de comparer la société française à la société allemande, parce que nous en France, historiquement on est une terre où le secteur sur lequel s'est construit l'économie est pas vraiment le secteur industriel, c'est plutôt l'agroalimentaire. Donc déjà, on a une grosse différence avec l'Allemagne où eux, le secteur qui leur a permis de construire leur économie est très clairement la métallurgie. Et donc déjà on a une grosse différence à ce niveau-là. L'autre différence qu'on a, c'est que en France on a une pyramide des âges qui s'est à peu près équilibrée depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on recommence à avoir à peu près autant de jeunes que dans les autres classes d'âge. Là où alors que les Allemands eux vieillissent, ont un gros problème démographique. Les Allemands ne font plus assez d'enfants. Alors ça aussi c'est parce qu'ils n'ont plus de dispositifs qui permettent la femme allemande où elle travaille, où elle a des enfants. C'est ça. Bah ils sont voués à travailler, et puis les Allemands alors ils sont entre 3 et 5% de chômeurs officiellement, mais alors ils ont la mesure là qui va passer nous dans les prochains mois, qui est le bonus malus des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui font beaucoup de CDD vont payer de plus en plus cher leurs CDD, et la condition de ça, c'est il faut que les personnes en CDD s'inscrivent à Pôle emploi, demandent leur indemnité pour que le malus soit activé chez l'employeur. En fait, ça existe en Allemagne, et la conséquence concrète de ça, c'est qu'il y a une il y a une carotte au petit contrat qui fait qu'en fait on met la pression sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils aillent pas s'inscrire, qu'ils demandent pas leur indemnité, pour continuer à leur donner des petits boulots pas terribles, et donc ils demandent pas leur indemnité parce que l'indemnité allemande est ridicule, et du coup en fait le malus pour l'employeur est pas activé. Et donc, en fait, la conséquence concrète du bonus-malus sur les CDD en Allemagne, c'est qu'en fait, les gens demandent plus leur indemnité. Et donc, du coup, on arrive à 3 à 5% de chômeurs. Alors, il y a 20% de travailleurs pauvres en Allemagne. Là, en France, on radie, et je parle pas du truc qu'on mange avec du sel, du beurre et du bon pain. Enfin, pour ceux qui ont les moyens, comme moi. En Allemagne, on pousse à pas s'inscrire. C'est ça. C'est encore mieux que radier, finalement. C'est encore mieux, mais c'est ce qui va arriver chez nous, hein. Je veux dire, le sens de la réforme qui arrive là. Le bonheur de la modernité, ouais, c'est exactement ça. Et c'est une réforme c'est une attaque sans précédent, hein, sur les droits des salariés, parce qu'il faut se rappeler que Pôle emploi, c'est pas 3 cacahuètes qu'on donne aux gens pour faire plaisir et parce qu'ils quémandent. C'est un droit qui a été construit sur la base d'un truc qui s'appelle la sécurité sociale, à étudier dans les livres d'histoire, hein, qui a été mis en place par un certain Ambroise Croizat, qui a complètement disparu de l'histoire, qui a été remis à l'honneur grâce à un film qui s'appelle La Sociale, que je vous conseille très fortement de regarder au moins une fois dans votre vie. Et donc la Sociale, la bande-annonce à ta performance. Non mais et en fait, la sécurité sociale... Alors, on rappelle que à l'époque, la France était bombardée, humiliée, quoi. C'était a priori plus difficile de faire une sécu, et qu'il a fallu juste la volonté politique. Alors, ça a été grâce à un mélange entre les communistes et les gaullistes. Ouais, mais ce qui s'est passé surtout, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français se rendent compte que le patronat a aucun souci avec le Troisième Reich, a aucun souci avec, en fait, les collabos. Clairement, ce sont les patrons. Dès avant le Reich, puisque la cagoule, c'était déjà des grands patrons français. Qui voulaient vendre les plans. C'est les grands patrons, c'est les bourgeois. Hein. Les bourgeois ont aucun problème avec le nazisme. Ils s'en accommodent très bien. Ils font de très belles affaires. En Allemagne, c'est d'ailleurs la bourgeoisie qui a amené Hitler au pouvoir, et pas le peuple. Pas vraiment le peuple. En tout cas, quand on regarde un peu mieux comment il est élu, il est très aidé par les capitalistes à l'époque, par les gens qui détiennent. Comme on les appelle. Ouais. Et donc en fait, au moment de la libération, le peuple français a tout à fait conscience que la libération et la résistance, c'est les ouvriers qui l'ont fait. C'est les foyers ruraux, c'est des organisations comme ça qui existaient déjà avant, qui a permis à la résistance de se mettre en place. Résistance qui d'après moi est très surcotée sur ce qu'elle a réellement fait, hein. On a raconté beaucoup de choses. Aujourd'hui
on arrive à faire croire aux jeunes que tout le monde a été résistant. En fait, en réalité, il y aurait quand même eu plus de collabos que de résistants. Mais en tout cas, ce que ça donne, c'est qu'au moment de la libération, c'est plus fatigant, il faut le dire aux gens. Faut être honnête. C'est plus fatigant d'être résistant que d'être collabo. Ouais, à l'époque, il y avait pas de LBD, on tirait à armes réelles. Voilà. Non, et on voit déjà le saccage que font le LBD sur les manifs et sur les envies des gens pour manifester. C'est une mitrailleuse allemande pour ceux qui ne collectionneraient pas les armes. Eh ben, ça fait plus de dégâts. C'est pas un œil crevé, c'est la vie crevée. C'est ça. Et donc en fait, ce qui fait qu'en 47, les ouvriers sont élus, c'est parce que à la Seconde Guerre mondiale, on a un moment où les bourgeois la ramènent pas, parce que ils ont pas le vent en poupe, et voilà. Et donc Ambroise Croizat, enfin le Parti communiste, pour le nommer, arrache. Et il laisse pas le choix au patron, arrache la sécu des mains du patron, et c'est comme ça que se crée le modèle social français. Et l'idée de la sécu, elle est simple, c'est que quand on est ouvrier, on est soumis à des aléas de la vie qu'on peut pas couvrir tout seul, parce que le salaire des ouvriers est pas suffisamment important. Par exemple, on est couvreur, on est sur un toit, on met de l'ardoise, on glisse, ça arrive, et on tombe de haut, et dans tous les sens. Et on perd la jambe, mettons, on peut plus aller travailler. La sécu, elle couvre ça. Donc on va créer la branche chantée de la sécu. On sait que quand l'âge avance, au bout d'un moment, à cause de notre vieillesse, on va plus pouvoir travailler. Alors on va créer la retraite. Et puis on sait aussi que un patron peut licencier pour des raisons X ou Y, parce que le marché évolue, les marchés évoluent. Alors Macron, il est en train de nous parler de marché social, actuellement, il est en train de modifier le terme, il aime bien faire ça, mais les marchés évoluent, et on sait que par les modifications du marché, il y a des activités qui se détruisent et il y en a d'autres qui se créent. Et pour faire la bascule entre la destruction d'une activité et le temps que la personne se réadapte au nouveau marché de l'emploi, on crée le chômage, qui est en réalité l'assurance travail, qui permet aussi de rééquilibrer le rapport de force entre un patron et son ouvrier, puisque l'ouvrier, du coup, peut partir sans avoir immédiatement la pression financière. Et donc c'est tout ça qui est créé avec la Sécu, et donc ce sont des droits pour les salariés qui sont conquis, qui sont acquis avec la baisse du temps de travail, les semaines de congés payés, enfin voilà. Et donc ça, aujourd'hui là, ce qui se passe, on a deux réformes qui vont arriver. La première qui est sur l'assurance travail, sur Pôle emploi, sur le chômage, qui est une perte sans précédent des droits des travailleurs. Moi, ce que je raconte dans la conférence, c'est que j'ai fait 3 ans où j'ai vécu que des classes de découverte. Et en fait, quand vous êtes en classe de découverte, vous êtes pas bien payé parce que vous êtes animateur, faut pas déconner. C'est pas un vrai travail, c'est pas un vrai métier, parce que vous amusez dans ce que vous faites, donc ça vaut le coup de pas être totalement payé correctement. Moi, je sais pas à quel moment on a décidé collectivement qu'un emploi rémunéré devait forcément être chiant, mais parce que c'est dans la Bible. Ouais. Je sais que tu n'es pas bon catholique, contrairement à moi. Je suis pas du tout bon catholique. Et donc, suite à Adam et Ève, la femme accouche dans la douleur, et toi, tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Quand moi, mes domestiques me l'amènent avec le Wall Street Journal. Ouais. Et donc non, mais enfin la religion catholique, on sait aussi. C'est la Bible, c'est pas que dans la religion. Toute la religion. Et nous, on est assez cool par rapport aux protestants quant au travail. Ouais. Nous, on a des tas de jours chômés, etc. Donc voilà, ne dis pas trop de mal, va. Non, mais et donc je sais plus où je voulais en venir. Oui, et donc moi j'ai fait des classes de découverte pendant 3 ans, donc je me suis occupé de gamins pendant 3 ans et j'ai fait un boulot que peu de gens veulent faire. On va être clair, parce qu'en fait, quand vous faites des classes de découverte et des séjours, vous êtes au travail à peu près 24 heures sur 24. C'est très pénalisant dans votre vie privée, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que socialement, c'était très compliqué. Moi, tu sors pas du camp, quoi. Tu sors pas du camp, et puis je partais environ toutes les 3 semaines, je partais entre 2 et 3 semaines, donc en fait, j'avais une vie très saucissonnée. Alors, de deux choses l'une, soit tu couches avec les enfants, soit tu couches avec les moniteurs. Tu peux pas dire tu couches avec les enfants. Oui. Je n'ai jamais couché avec un enfant, encore heureux. Oui, voilà. Et donc enfant, c'était le curé qui te tripotait, c'est ça. donc, tu vois. Ouais, chacun son truc après. Et donc ces jours, Pôle emploi, moi, me servait à vivre, tout simplement, et j'étais en allemand avec le nouveau système. Pour être très concret, un animateur qui travaillait comme moi je travaillais serait en allocation entre 200 et 300 euros. Ce qui fait que du coup on ne peut plus vivre de ce boulot-là, ce qui est, si tant est de dire que c'est un boulot. Ça annonce ce genre de choses, ça annonce ou une précarisation très forte
de certains travailleurs ou juste l'arrêt de certaines activités, c'est-à-dire que quand une activité n'est plus viable pour celui qui travaille économiquement, en fait les gens arrêtent de le faire. Et donc concrètement, on risque aussi d'avoir des gens, en tout cas sur l'animation, parce que je peux en parler puisque je suis animateur depuis des années, l'animation qui est un travail précaire, avec ce changement de règle de Pôle emploi, on va avoir des gens très certainement moins bien formés, moins motivés pour faire ce qu'ils font, et donc ça va se sentir sur la qualité de ce qui est proposé au niveau des enfants. Et c'est un choix de société, hein. On décide non, que mais moi j'ai pas de problème. Mes enfants vont dans des trucs. Ouais, non, déjà, mais je les mets en Suisse, au pensionnat. c'est un choix de société. C'est un choix de société là qui est clairement fait. L'éducation, c'est pas important. D'ailleurs, on essaye de corriger les erreurs de l'éducation nationale avec le service national universel, hein, qui a exactement les mêmes missions que l'école, moi dans ce que j'en lis, avec un côté militaire beaucoup plus important. Mais comme on a abandonné, moi je sais que quand j'ai grandi dans les années 90, l'école, on parlait beaucoup du développement de l'esprit critique auprès des élèves. Oui. C'est un truc qui a complètement disparu. Et alors que 10 là, ans. on est passé au développement de la critique de l'esprit. Ouais, on est passé au développement du patriotisme, au fait qu'il faut acquérir les valeurs de la France. Bon. Alors les valeurs on a combien en banque, rappelle-moi? Ouais, non, mais tu vois, les valeurs de la France. les valeurs de la France, c'est quoi? C'est Est-ce qu'on a plus accueilli les migrants? Est-ce qu'on a empêché les mecs de mourir en Méditerranée? Clairement, non. On n'a pas plus accueilli les bateaux de sauvetage de la Méditerranée que l'Italie. C'est l'Espagne qui a accueilli ces bateaux-là. C'est les Allemands qui ont accueilli les migrants, mais pour des raisons purement économiques. Oui, ils ont besoin de et encore des âges. Ouais. Ils avaient des besoins de bras. Et encore, ils ont accueilli des migrants propres. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un retour de l'esclavage en Libye qui est lié aux règles d'accession à l'Union européenne, et on laisse totalement faire, on ferme les yeux. C'est une vieille tradition en Libye. Ouais, non, mais voilà, les valeurs de la France, c'est ça, la répression policière, elle est exactement la même chez nous que ce qu'elle est au Brésil. Enfin, si c'est ça les valeurs de la France, moi je suis plutôt pour que les jeunes adhèrent pas trop à ces valeurs. J'aime beaucoup la vidéo d'Usul qu'il a fait sur le service national universel, où il dit que le problème c'est que nos jeunes ils sont en train de se politiser. Clairement sur le climat, c'est la jeunesse qui se mobilise, beaucoup plus que les autres tranches d'âge, et beaucoup plus que les autres catégories sociales. Elle le fait pas en bloquant les lycées, parce qu'avec l'arrivée de Parcoursup, c'est devenu compliqué pour eux. Et encore que, il y a quand même des grèves pour le climat, il y a quand même des blocages de lycées assez régulièrement, mais juste on n'en parle pas. Et donc cette jeunesse qui se politise, ce qu'on va leur donner, c'est un service national universel avec un lever au drapeau. Enfin, c'est militaire ce truc-là, je veux dire. Évidemment. Y a rien de. What did you expect, comme dirait le grand philosophe Schweppes. Ouais, non, et donc on explique qu'il faut faire du brassage social, tout ça. Enfin, tout ce que la société fait pas en fait. Et moi, je suis scandalisé par ça. Je parle de brassage social, on est place Rigaud à Perpignan, je veux dire, c'est oui, quand c'est une vraie même, brasserie, ça, pour le social. c'est le symbole de beaucoup de choses ici. Moi, je suis très content de venir jouer ici, parce que, en fait, quand je me suis lancé dans ce truc-là, de faire des conférences gesticulées, tout ça, moi, j'étais à un moment où je commençais à me dire que mon travail militant servait plus à rien, et donc il fallait que je modifie quelque chose pour essayer de retrouver l'impression d'être utile dans ce truc-là. Et donc on m'a proposé de monter sur scène, j'ai fait ouais, pourquoi pas. Il se trouve que je pense que c'est un impact plus important que juste travailler auprès des enfants ou même auprès des adultes dans des centres de formation. Là au moins ça a une aura publique. Et il y avait un endroit où je voulais jouer, c'était ici. Et c'est toi qui fais ta tambouille, quoi. Ah oui, complètement. Parce je raconte ce que je veux. Tu dépendais d'une grille d'analyse qui t'était fournie suivant les emplois. Ouais, mais ça, tu sais, je suis en train de le faire sauter parce qu'il se trouve que j'ai eu des gens qui se sont retrouvés en Auvergne un peu dans la même situation que moi vis-à-vis de l'animation, et donc on a décidé de se rassembler, de créer notre association. Et il se trouve que depuis qu'on impose des choses aux structures qui nous accueillent, parce qu'on est tout petit, on peut pas organiser des choses directement nous, donc on continue à travailler en partenariat. Sauf que plutôt que de dire on veut des sous, parce que pour nous, l'argent n'est qu'un moyen, n'est pas un but en soi. Oui, on le rappelle à nos chers téléspectateurs, en général, l'argent n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Et, qui plus est, c'est une convention sociale d'échange. Voilà. On pourrait tout à fait, d'ailleurs, il y a des monnaies qui commencent à se créer autour de l'échange de savoir, enfin, pour essayer de modifier un peu ça, pour échanger autrement et sans passer par ce biais économique. Et donc on se rend compte depuis qu'on impose des choses à nos partenaires, aux gens avec qui on travaille, en fait ils le prennent plutôt bien. Ils font plutôt appel à nous d'ailleurs qu'à d'autres structures qui eux imposent moins parce qu'ils veulent absolument récupérer des sous, donc ils osent jamais dire non. Nous il y a des choses où on dit non et ça se passe bien.
Donc on peut dire non quand on n'est pas Mais d'accord. c'est parce que vous êtes une association, vous êtes combien de travailleurs À être travailleur, on est 3. Enfin, on travaille tous en vrai, hein, mais Ouais. être. Alors bon, nous, on a une spécificité, c'est qu'il y en a un de nous qui veut pas être payé, donc après c'est son problème, donc on le rémunère autrement, on lui paye des formations, entre autres. On est 3, mais c'est surtout qu'on n'est pas une grosse fédération qui existe depuis 50 ans. On n'a pas un fonctionnement de grande entreprise. On veut pas être trop nombreux. On choisit les gens qui intègrent la structure. On est 6 adhérents, ce qui pour nous suffit amplement. Et on va pas à pas, petit à petit. Et en fait, on a beaucoup de marge parce qu'on n'a pas de frais fixes. En fait, aujourd'hui, les grosses fédérations sont piégées dans le capitalisme. Hein. C'est qu'elles ont de l'argent pour avoir des salariés, et les salariés permettent d'avoir de l'argent pour avoir des salariés. Et c'est un cercle vicieux duquel elles ont du mal à sortir pour une raison simple, c'est que prendre une décision de licenciement est quelque chose de très difficile à faire, encore plus quand on est gestionnaire bénévole. Administrateur bénévole. 35 Ouais, non, mais c'est très très compliqué, hein, ça fait vivre des gens, il y a des familles, tout ça, les gens sont accrochés à leur boulot parce qu'ils ont peur de manquer. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est la conclusion de ma conférence, ça, mais c'est là où je dis que l'argent fait pas le bonheur des pauvres. C'est que très clairement, ce piège-là, c'est un piège qui se referme sur tout le monde, dans le sens où aujourd'hui, le pognon, il sert à nous faire des choses qu'on voudrait pas faire, qu'on ferait pas si on n'était pas payé, et donc du coup c'est un fantastique moyen d'oppression. En plus ça permet. Le capitalisme en fait fait faire le trottoir quasiment les 3/4 de la société. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Parce que... Les 3/4, 99,9%. En fait, les très riches, ils sont 0,1%, voire 0,01%. C'est le travail qu'ont très bien fait le couple Pinson-Charlot qui eux a travaillé sur cette caste. Elle dit comme ça, Monique Pinson-Charlot, elle parle de caste sur cette caste des très riches qui en réalité dirigent le monde. Mais on les connaît pas parce que comme tout est monétaire, comme tout est rationalisé, comme tout paraît très logique, ouais. En fait ça masque complètement les gens qui décident. Alors ça, eux ils se régalent, je veux dire. Ils ont jamais eu un degré d'emprise aussi important sur la société, et en même temps sans qu'on sache que c'est-à-dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, au moins, on connaissait le noble, on connaissait le roi. Le seigneur était à portée de force. Voilà. Et d'ailleurs, le jour où c'est parti en cacahuète, on a su tout de suite à qui il fallait couper la tête. Aujourd'hui, c'est plus très clair. On sait pas trop. C'est pas si clair que ça. Il y a un film de Groland là-dessus qui s'appelle Louise Michel. Ah, je l'ai pas vu. Ou alors donc ça se passe dans une usine en Picardie. Ouais. Et donc du jour au lendemain, on enlève toutes les machines dans l'usine. Les ouvrières sont licenciées. Alors il y a un grand repas où les ouvrières se disent qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, notre indemnité de chômage. Et il y a Yolande Moreau qui dit on n'a qu'à payer un tueur à gages. Ouais, et donc il tue une première personne mais qui n'est pas en fait le truc, donc il cherche une deuxième à Bruxelles, puis après dans des îles, enfin bon bref, Louise Michel de Gustave de Kervern et Benoît Delépine, je regarde ça. C'est à regarder. Donc, est-ce que tu peux nous faire 5 centimes, comme on dit en catalan, de ta conférence? Ouais, c'est très compliqué, hein, parce que il faut un public. Alors, moi, ma conférence gesticulée. Bonjour, je suis le public. N'est pas écrite, elle est structurée. C'est vraiment une feignasse. Non, mais je suis incapable de retenir 1h20 de spectacle de tête, aussi, donc, à un moment donné, faut pallier à ça, donc je fais de la semi-impro. Je raconte plein d'anecdotes. Il y en a une que j'aime bien raconter, c'est comment j'ai perdu mon avant-dernier logement à Perpignan. Ouais. Donc moi, j'ai été récupéré de l'animation grâce au service civique, qui est un dispositif que je dénonce très fortement aujourd'hui. Donc j'ai fait un service civique au sein du centre d'entraînement en méthode d'éducation active, dit les CMEA, en l'an de grâce. Ça fait un peu commando, tu sais. En l'an de grâce 2008, et donc après un an de service civique, je me retrouve le bec dans l'eau, c'est-à-dire que ce que vous avez qui est sympa quand vous êtes service civique, et ce qui fait que vous n'êtes pas salarié, hein, ce qui fait qu'il y a une grosse différence, c'est que justement vous ne cotisez pas à tous ces droits de salarié, et en fait vous vous retrouvez sans revenu du jour au lendemain. Et moi j'avais un peu anticipé le truc dans le sens où je devais être pris en contrat de professionnalisation dans une association. Et en fait à ce moment-là, donc j'arrête mon service civique fin octobre et je dois commencer mon autre contrat début janvier, donc j'ai quand même 2 mois où je sais que ça va être chaud. Mais bon, j'avais anticipé un peu, j'avais trouvé le moyen de faire des provisions pour tenir les 2 mois là. Et donc j'apprends mi-décembre
Ouais, je crois que c'était ça. Ou début décembre, qu'en fait, le financement de mon contrat n'existera pas, et donc je ne suis plus financé et sur ma formation et sur mon nouveau contrat. Et puis à peu près à la même période, je me fais cambrioler 3 fois de chez moi. Donc j'habite à 200 mètres de la place Rigaud, rue Marivaux. Dans un magnifique, j'ai tout le confort, hein, j'ai 28 mètres carrés, je crois, une pièce, une cuisine, enfin, mais moi, ça me convient très bien, donc je me fais cambrioler 3 fois dans le même mois, et donc je perds tout. À cette époque-là, je faisais des sites internet, toi-même tu sais, et qui me permettaient d'avoir 2-3 sous de temps en temps, et donc je perds, je sais pas, l'équivalent de 200-250 heures de travail, quelque chose comme ça, et donc je ne peux plus revenir dans ce logement-là. Et donc après mon expérience incroyable de service civique, en fait, je fais 5 mois où je suis SDF. Alors, j'ai jamais dormi à la rue. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des gens qui étaient là pour moi et qui m'ont accueilli chez eux. Ça a été une période. Alors sur le moment, je le vis assez bien parce qu'en fait, quand vous êtes au fond, ce qui est sympa, c'est que il y a plus tellement de choix et de questions à se poser. Vous devez juste tout faire pour vous en sortir. Donc je fais tout ce qu'il faut pour m'en sortir. J'enchaîne les stages BAFA. Enfin, je prends tous les petits boulots qu'on me propose, histoire de remettre 3 sous de côté parce que j'ai plus rien en fait. J'ai plus d'affaires, j'ai plus de matériel informatique. J'ai plus rien. C'est pas possible de revenir chez mon père parce qu'à ce moment-là, on est suffisamment en froid pour que ça se passe pas bien. Lui, à ce moment-là, en plus, il lui arrivait un truc sympa. Il y a eu un incendie dans l'immeuble. Le gaz est coupé au moment de l'incendie et donc ils enlèvent le compteur de gaz. Tout est vrai, hein. Et donc en fait ils remettent pas le compteur de gaz parce qu'il y a un problème d'assurance. En fait EDF à l'époque renvoie à l'office des HLM qui renvoie à EDF pour savoir qui doit repayer le nouveau contrat, et donc ils passent 14 mois sans eau chaude, sans chauffage. Bon, à Canet-en-Roussillon, le chauffage c'est pas très important, mais surtout sans eau chaude, ce qui est quand même pas très très agréable. Et donc je me retrouve dans une merde noire, et donc j'ai 5 mois où je suis statistiquement, alors je suis pas SDF, je suis logement contraint chez un tiers, mais comme moi j'ai peur de déranger, je reste 3-4 jours maxi chez les gens, et puis je tourne un peu comme ça. J'ai une chaîne de solidarité qui se met en place autour de moi, hein, heureusement. En fait, on m'appelle quand les copains ont des doutes sur savoir où je dors, ils m'appellent pour savoir si j'ai bien un toit sur la tête le soir là. Et donc je sors des 5 mois là, je finis par trouver un truc à Valras. Je suis à moitié animateur à ce moment-là, en plus c'est pas encore clair que je veux faire ça. Et donc je trouve un truc à Valras, je finis par m'en sortir, et au moment où je m'en sors, en fait, avec des gros guillemets, hein, parce que je loue un truc mais pourri rue Morel, où j'ai quasiment jamais vécu, hein, j'y dormais juste de temps en temps. Aux premières pluies, je me rends compte que je suis sous les toits, aux premières pluies, je me rends compte que mon toit est pas étanche. Donc en fait, j'ai des grosses flaques d'eau au milieu de mon appartement. Un soir, je suis réveillé par des rats. Je peux en raconter plein, hein, vraiment sur le logement, c'est la base, hein. Quand vous avez pas de logement, c'est super dur. Et donc à ce moment-là, au moment où je retrouve un chez moi, je réalise par quoi je suis passé. Sur le moment, ça va. Et après, je réalise par quoi je suis passé. En fait, j'ai eu 2-3 mois où psychologiquement, ça a été très très dur. J'ai des envies de suicide, je comprends pas tout ce qui m'arrive, et donc je vais mettre des années à mettre des mots, hein, sur cette période de ma vie. Et voilà, et donc ça c'est un bout de ma conférence que je raconte comme ça, avec les gens qui se marrent ou pas. J'ai du mal à faire rire là depuis quelques temps, parce que je crois que la dernière interview ou la dernière fois que je suis descendu où il y avait Johan, je disais Macron fait plus rire, et c'est ce que je constate quand je fais des blagues avec lui. Et là, moi, depuis la dernière élection, on parlait des européennes. Ouais, les européennes. Depuis le résultat, en fait, il m'est arrivé un truc. Moi, je suis dans une commune où j'habite pas depuis très longtemps. Ça doit faire 1 an maintenant que j'y suis, et donc je regarde le résultat des européennes sur ma commune. Et je vois du rose. Et sur le coup, je suis agréablement surpris. Parce que j'avais socialistes. Ouais, bon, alors je suis pas fan des socialistes, mais quand même, tu vois, je pensais être dans un truc bien de droite, machin, et je vois du rose. Et tu vois donc des centres droites. Et là, je réfléchis 2 secondes, et donc la commune d'après, juste à côté, c'est Rassemblement National. Donc qui est la commune pauvre, hein, très clairement. Et là, je réalise qu'en fait, le rose, c'est plus les socialistes dont j'étais déjà plus fan, c'est Macron, quoi. Et en fait, je trouve ça dur en ce moment, parce que l'alternance politique, elle est en train de se construire autour de Macron et Le Pen. Alors déjà, quand c'était UMP, PS, ça me faisait franchement pas rêver. Mais là, c'est dur, quoi. Et que objectivement, je trouve qu'on est dans la merde comme ça n'a jamais été. Et ça devient dur d'en rire, quoi. Vraiment. Dans le sens où, les gens souffrent, quoi. Et qu'il y a quand même plein de gens qui essaient de faire bouger les choses, et qu'on se rend compte. Parce que les gilets jaunes, finalement, t'as l'impression que ça n'a jamais existé. On a, tu sais, la gomme à effacer qui s'appelle le grand débat, ça plus les élections, qui a mis en scène le président. C'est incroyable. Comme Martine à la plage, Martine à Scorsese, ou Martine face aux intellos.
Et finalement, rien, quoi. C'est Rien. formidable. Ça aboutit à rien. Alors moi, j'ai une explication à ça. Je la donne jeudi. Non. Voilà. Pour teaser, je la donne jeudi. Non, mais je peux en parler là. C'est que je pense qu'on n'a jamais été aussi dépendant de notre économie et qu'aujourd'hui, les gens peuvent plus se permettre d'arrêter de travailler un jour ou deux parce que tout de suite, immédiatement, ça les met en grosse difficulté. Et que, en fait, les ouvriers, ce qu'ils ont gagné, ils l'ont toujours gagné par la grève, en bloquant totalement l'appareil de production. Oui, que ce soit 68 ou 36. Toujours. Ou même avant. Mais c'est pas le Front Populaire. Le Front Populaire arrive après, c'est la conversion politique d'un mouvement social qui arrive avant. Voilà. Et les gilets jaunes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent pas à bloquer l'économie, parce que tout de suite, ils sont pris à la gorge. C'est le même problème avec les enseignants, qui osent pas se mettre en grève, parce que tout de suite, ils sont pris à la gorge. Il y a eu des grandes grèves d'enseignants, ils n'ont rien obtenu, ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup, et aujourd'hui, ils osent plus se mettre en grève, parce que leur salaire a fortement diminué aussi en l'espace de 10 ans. Hein. Tous les fonctionnaires ont perdu l'équivalent d'un mois de salaire par an. Par le jeu du gel de points. Si ça avait été annoncé en 2009 qu'on enlevait un mois de salaire tout de suite aux enseignants, là ça aurait gueulé, mais ça a été fait de manière beaucoup plus fine. Et donc ouais, on est dans la merde. Donc il faut essayer de se donner du courage, de se dire que on peut faire des choses, que c'est possible. Moi je suis rassuré là un peu. Jérôme Rodriguez, une des figures des Gilets jaunes, a publié sur Twitter enfin un plan d'action des Gilets jaunes et enfin un plan qui me paraît un peu cohérent, qui est pas juste de dire. C'est le gars qui a perdu un œil à cause d'un flashball, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ils sont quelques-uns à avoir perdu un œil. Hein. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Oui, ben voilà. En fait, le flashball, ça vient de là parce que au pays des aveugles, les bornes sont rois. C'est ça. Donc ça fait 15 rois. Gilets jaunes. À peu près. Ouais. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sortent plus de chez eux, hein, tellement ils ont peur maintenant. Rodriguez, c'est très très courageux hein, de continuer à se battre. C'est incroyable, hein, mais le courage de ces gens est quand même incroyable. C'est-à-dire que depuis 6 mois, ça a commencé le 17 novembre, depuis 6 mois, les mecs sont sur les ronds-points tous les samedis, quoi. Tous les samedis, ils prennent les charges de CRS, ils savent qu'ils vont se faire castagner, ils savent qu'ils ont des risques pour leur sang. Ouais. Bah, le nom est tout trouvé quand même, hein. Alors, le plus heureux là-dedans, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, là, qui est maire de Lyon, c'est Gérard Collomb, qui est parti exactement au moment où il fallait. Et, mais voilà, après, moi, ce qui me fait peur, hein, c'est que Macron, il va être réélu parce que il arrose sa meilleure ennemie qui est Le Pen et qui sait très bien que face à Le Pen, il a toutes ses chances. Et c'est horrible. Et à côté de mais ça, c'est comme Jean-Marc Pujol face à Louis Alliot. Ouais, mais c'est un peu ça. Et la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Oui, non, mais j'ai suivi, ouais. Face au fascisme, mettons un républicain, Jean-Marc Pujol, hein, quoi. C'était assez rigolo, quoi. Ouais, enfin, faut être objectif, hein. On n'accueille pas les migrants. Là, qu'est-ce que c'est Macron? On n'accueille pas les migrants. Donc c'est pas plus ouvert que Rassemblement National, c'est le même projet hein, là-dessus, faut arrêter. On n'accueille pas les migrants arabes et noirs pour donner des noms et pauvres. Hein. Les migrants des États-Unis, on les adore, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils viennent chez nous. Économiquement, les droits des travailleurs, c'est une catastrophe. Bon, il veut pas ça avait déjà commencé avec la loi El Khomri derrière laquelle il était d'ailleurs. C'est un mouvement depuis 15 ans, hein, depuis on dirait Naomi depuis Klein, 2002, je pense. Stratégie du choc. Ouais. Mais nous, on croyait que c'était pour l'Afrique et pour les Russes. Non, on est en plein dedans. Voilà. Les violences policières sont une réalité. Alors, bon, il paraît qu'il faut pas dire ça comme ça. Bon, alors les violences d'État sont une réalité. Non, on dit pas ça comme ça. On dit la relation conflictuelle des policiers aux manifestants. Ouais, enfin. C'est comme sur Facebook, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On a quand même eu une campagne européenne enfin, on a vu que notre président, quoi, je veux dire. Et heureusement. Alors c'est bien, il y a 36 candidats, c'est magnifique, tout le monde peut se présenter, personne n'a une chance d'être élu, tout le monde se présente du coup. Enfin, je sais pas, la différence concrète entre ce qu'on vit actuellement et le fascisme, moi je veux vraiment qu'on me l'explique. Parce que là, tu veux, moi qui défends le système, je pourrais appuyer sur un bouton. J'interromprais, mais après, il y aurait des gens qui tomberaient dessus. Ouais, mais si ça se faisait comme ça se verrait. Tu votes. C'est beaucoup. Ouais, non, mais si ça se faisait comme ça se verrait. Évidemment que ça va jamais se passer comme ça. De toute façon, une dictature ne dit jamais son nom. Mais concrètement, dans ce qui se passe, dans les faits, quelle est la différence concrète aujourd'hui entre Macron et Le Pen? Moi, je la vois pas. Si Macron ce n'est que. Pas blonde. Ouais, non, mais voilà, mais politiquement, hein, j'entends. Évidemment que physiquement, ils ont plein de différences. Mais moi, je la vois pas. Vraiment, je la vois pas.
je veux dire, même la position du Rassemblement National sur l'Union Européenne est plus tant dans la sortie que ça aujourd'hui. Bah, il y a Philippot qui est parti. Enfin, on l'a aidé aussi. Et qui est parti pour cette raison-là, hein, c'est que Le Pen est plutôt pour rester dans l'Union Européenne, elle veut réformer aujourd'hui. Je dis que si tous les populistes voulaient se donner la main, pourquoi sortir alors que de l'intérieur, c'est exact. Ouais, puis on pourrait changer ça, ce qui est pas arrivé puisqu'elle a pas réussi. Le grand coalition. Le grand argentier du Rassemblement National depuis 12 ans, hein, c'est l'Union Européenne, je veux dire. Puis c'est pareil, c'est des gens qui sont jugés, quoi, enfin, qui sont condamnés parce qu'ils détournent du pognon, on les réélit, moi ça me dépasse, quoi. Mais ouais, mais et en même temps aussi, si tu veux, dans le même genre, t'as le Modem. Ouais, non, mais pareil, t'as tous, faudrait arrêter de les réélire, les malfrats. Je pense que la politique, c'est quelque chose de beaucoup trop important pour laisser ça aux politiques, et qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est le problème des gilets jaunes, entre autres. C'est qu'ils se définissent comme étant apolitiques. Mais non, on veut faire de la politique. Enfin, moi, je veux faire de la politique. Je veux avoir des ouvertures dans les partis. Je veux avoir des partis qui élisent des gens simples. Enfin, voilà, je veux qu'on puisse faire de la politique et que ce soit pas un métier, d'ailleurs. Le problème des politiques, c'est que c'est fait par des professionnels de la politique qui vivent que de ça. Et donc, eux, leur seul but, c'est pas le bien commun, c'est juste d'être réélus. Et ça marche. Enfin, ils sont réélus. Je veux dire, quand on regarde qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans. Ils ont juste changé un peu de poste, quoi, mais c'est les mêmes. Ceux qui sont plus élus, ils sont directeurs de cabinet. Et au pire, ils vont dans le privé et ils décident tout autant que quand ils étaient au gouvernement. Enfin, c'est plus, tu veux dire. Voire plus, ouais, voire mieux même. Bon, en supposant que ce soit le gouvernement qui décide, hein. Alors, encore un exemple, hein, enfin, l'État du Brésil a été condamné dans un tribunal international il y a peu de temps face à Monsanto. Et donc, les multinationales aujourd'hui, qui sont dirigées par un petit groupe de personnes, ont autant de pouvoir que des États qui sont censés être souverains. Et voilà, et donc la base du problème de tout ça, et c'est pour ça que je suis sur scène aussi, c'est que tout ça n'existe pas dans les médias. Ce discours-là n'existe pas dans les médias, ou quand on fait venir un mec... qui les paye, tu m'étonnes. C'est ça. Mais quand on fait venir un mec un peu sérieux sur ces questions-là dans les médias, il passe sur France 5 à 23h30, et généralement sur des discours extrêmement complexes où il faudrait développer pendant 1h30, ben il a 5 minutes et il est placé face à 8 gars qui vont le contre-argumenter à peine il l'ouvre. En fait, il va rien pouvoir dire. T'avais un gars qui était très bien, qui est Maris, bon, qui a été assassiné à Charlie Hebdo. Ouais. Voilà, quoi. Donc je pense que c'est important d'avoir des spectacles comme moi je le fais, et aussi d'essayer de prendre ces questions-là, nous, gens du peuple, gens simples. Moi, il y a 2 ans, l'économie, ça m'intéressait pas. Je me suis retrouvé à m'y intéresser dans le cadre du travail de la conférence gesticulée. Moi, au début, je voulais faire un truc sur l'éducation ou sur les conditions de travail des animateurs dans les associations. Un truc que tu vivais directement. Un truc que je vivais beaucoup plus directement. Alors, je suis content de savoir que la conférence sur les travailleurs associatifs existe. C'est une conférence de Victor Kopp qui s'appelle Qui a tué le militant, et qui, en fait, il tient le discours que moi j'aurais voulu tenir. Ouais. Donc en même temps, ça existe et je suis content que ça existe. Ouais, tu vas pas faire doublon, quoi. Ouais. Alors après, lui, il m'a dit que je pouvais le faire parce qu'on se connaît. Parce qu'au moment où il faudrait peut-être faire une conférence gesticulée sur pourquoi le train de fret est plus utile que 20 000 camions. Mais ça, je pense que ça existe aussi. Mais tu vois, ça, par exemple, typiquement, c'est un problème de capitalisme aussi. Pourquoi la SNCF met pas les moyens dans le train de fret? Parce qu'ils ont une entreprise qui s'appelle Géodis, qui fait du transport par camion, et qui leur rapporte environ 4 fois plus que n'importe quel train de fret. Donc à partir de là, ils déstructurent leur propre service en faisant en sorte que ça marche pas, ils mettent des horaires à la con. Et une fois qu'ils ont bien mis des horaires à la con et que ça marche plus, bah là ils peuvent vendre du camion et ils gagnent plus d'argent. Mais c'est absurde. C'est un peu comme si t'avais un végan qui ferait plus de fric avec sa filiale boucherie, ouais, et qui démantèlerait le véganisme parce qu'il vend plus cher sa viande. C'est exactement ça. Donc on est dans le monde de l'absurde. On est dans un monde qui se marche sur la tête complètement. Enfin non, qui nous marche sur la tête aussi. Voilà, et on revient à Kessler et toute chaise cesse d'être drôle à partir du moment où elle s'assoit sur vous. C'est ça, et je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est le sens de mon militantisme qui a 15 ans déjà. Hein. Je suis pas très vieux, j'ai que 33 ans et ça fait. Je suis rentré à. Bon, pour être crucifié, toi. Ouais. Je suis rentré à Zigomar, alors ou en 2003 ou en 2004, on n'est plus très sûr, mais on va dire 2004, ce qui fait 15 ans. Ouais. Et ça fait 15 ans que moi je me bats pour ça, et je pense que il faut essayer de se réapproprier ces questions-là. En fait, quelle que soit la solution, faut pas se mentir, elle viendra de nous. Nous, gens du peuple qui galérons, et quelle que soit la solution, ça viendra de nous. Et pour arriver à trouver des solutions,
il est important pour moi qu'on fasse un truc qui s'appelle de l'éducation populaire. Je me définis comme ça, comme étant un militant de l'éducation populaire. Je ne fais plus d'éducation populaire dans les fédérations d'éducation populaire, parce que d'après moi, elles ne servent plus à ça. Elles servent à avoir des salariés pour avoir des salariés, qui servent à avoir des sous pour avoir des salariés, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est important qu'il y ait ce genre de spectacle qui existe, qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des conférences, et que les gens viennent, et qu'on soit aussi plus nombreux à s'intéresser à ces questions. Et quand on sera suffisamment nombreux à s'être creusé la tête et que l'intelligence collective fonctionnera, on commencera, je pense, à avoir des actions beaucoup plus concrètes que celles qu'on a aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux à être convaincus qu'il faut faire quelque chose, parce que on n'est pas assez nombreux à être affectés d'un point de vue confort par les dérives du capitalisme. Il y a plein de gens qui vivent très bien. Moi le premier. Mais moi aussi, hein. Moi D'ailleurs, je vais recommander Richard, du foie gras et du caviar et un peu de champagne. Rosé, merci, du Roderer. Alors, on rappelle que c'est jeudi soir à l'Ubu. À l'Ubu, à 20h30. Et que le prix de l'entrée, c'est au chapeau. C'est au chapeau. Vous C'est les gens qui décident. C'est à la fin, tu demanderas. C'est très drôle, ça je le dis des fois, mais moi je me suis toujours arrangé pour pas faire la manche. Et c'est aujourd'hui que je m'expose sur la place publique, que j'accepte de donner mon nom et mon prénom, ce qui était jamais arrivé en radio. Moi j'ai toujours été très timide. Captain Goumise avant. Ouais, voilà, j'ai eu des pseudos à la con pendant des années, parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse. Je suis parti de Perpignan parce qu'on me reconnaissait trop dans la rue et que ça me faisait chier. En partie, c'était une des raisons. Et donc c'est aujourd'hui que je fais tout à visage découvert, que je suis là à la fin et je dis... Ouais. Trace demain on te reconnaît plus. Hein. Oui, non mais. Les cheveux, ouais, je sais pas. Tu mets une cravate. Non, ça arrivera pas. Et donc je suis là et je dis aux gens, s'il vous plaît, donnez des sous. S'il vous plaît. La raison, c'est que moi aussi je vis dans ce monde-là et que la conférence, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle ait une viabilité économique. Étonnamment, un truc sur la pauvreté se vend pas très bien. Hein. Ouais. J'en vends assez peu quand j'essaye de facturer ça à des structures, de trouver des financements, tout ça. Étonnamment, ça se vend pas très bien. Il y avait une fille dont je me rappelle plus le nom qui faisait une conférence. Alors Audrey Vernon, fabuleuse Audrey Vernon, qui faisait Comment j'ai épousé un milliardaire. Elle était beaucoup plus jolie. Elle avait une voix suave et en plus elle parlait des riches. Tu devrais peut-être changer. Non, par contre, je pense d'ici 1 an, il y aura un deuxième spectacle. Alors, je sais pas si je vais appeler ça une conférence gesticulée, mais il y aura un deuxième spectacle qui sera sur l'éducation. Et je veux faire un hommage à Janusz Korczak, qui, pour moi, est le pédagogue qui mérite d'être connu, et qui me permettra d'aborder tous les trucs que j'aborde pas dans la conférence là, c'est-à-dire l'histoire de la religion, parce que j'ai envie d'en parler, d'éducation, de pédagogie, parce que tu vas pas faire long feu. Ouais, alors, mon père, quand je lui ai dit ça, il a réagi tout de suite en me disant fais gaffe aux salafistes. J'ai fait écoute papa. Les salafistes ont fini par avoir mal. Non mais voilà, qui va me permettre de parler un peu de tout ça. Et donc voilà, il y aura un deuxième spectacle qui, j'espère, se vendra beaucoup mieux. En tout cas, mon but aujourd'hui est pas forcément de vivre totalement de ça, mais faut que c'est une viabilité économique. Donc voilà, ça me permet de rencontrer plein de gens hyper intéressants. Moi, je suis toujours surpris de la qualité d'analyse et des retours que j'ai dans mon public, de la part de gens qui parfois commencent en me disant « Moi, tu sais, j'y connais rien ». Et qui me sortent des analyses qui sont incroyables sur le travail, sur la société, et qui démarrent en me disant j'y connais rien. Je pense notamment beaucoup, je sais pas si elle me regarde, mais si elle tombe dessus, à Martine, qui m'a fait ça exactement, mot pour mot, bon, j'y connais rien, je sais pas dire grand chose, j'ai pas trop réfléchi, qui me sort une analyse sur le monde du travail, mais qui est d'une justesse incroyable. Et en fait, sort de la bouche des enfants, comme dirait Michael Jackson. Ouais, pour le coup, c'est pas vraiment une enfant, elle doit être un peu plus âgée que moi même, mais enfin voilà. Et donc moi, je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose à partir du moment où on prendra conscience qu'on peut faire quelque chose. Tant qu'on se sent pas capable ou qu'on se dit que c'est pas vraiment notre problème. On nous le répète. Bien sûr. Le peuple, dès qu'on lui confie le pouvoir, il en fait n'importe quoi, c'est bien connu. Mais quand une télé s'éteint, un esprit s'éveille. Hein. Voilà, et c'est l'homme de Clermont qui nous dit ça, qui vit à côté des volcans. C'est quasi une pub Volvic, ce que tu veux dire. ouais, non, mais quand une télé s'éteint, un esprit s'éveille. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à décrypter le résultat des élections européennes, parce que je ne regarde plus la télé, j'écoute très peu la radio depuis environ une vingtaine d'années. Tu l'as sur Internet, la télé, donc en soi, ça... Je regarde pas de programme télé, ça m'intéresse pas. Et je regarde... De temps en temps, quand je suis chez ma grand-mère, je regarde le journal télé, mais...
En moyenne, je tiens entre 5 et 7 minutes. Au bout de 7 minutes, je lui dis, mamie, s'il te plaît, change, je suis en train de m'énerver, je suis en train de bouillir à l'intérieur. Donc, s'il te plaît, change. Et elle écoute. Sinon, j'explose. Ah, et la dernière fois, je suis resté... C'est Pernod qu'elle regardait. Ouais. Ah, c'est pas Et on possible. parle pas du pastis, on parle de du Jean-Pierre. Picard du Trésor. Mais le néant intellectuel que c'est, ce truc-là, c'est incroyable. Alors, il y avait le concours des plus beaux marchés. Ça rassure. Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi, sérieux. C'est pas parce que t'aimes pas le fromage de chèvre frais. Ah, mais si, j'adore le fromage de chèvre frais, mais j'ai pas besoin de savoir quel est le plus beau marché pour aller acheter du fromage de chèvre frais au marché du coin, quoi. Enfin, moi, je viens en Auvergne en plus, des marchés, on en a plein, quoi. C'est quoi l'intérêt de faire un concours du plus beau marché de France? Pour le gars qui vit en banlieue, dans le 9-Nord, c'est important de voir que on a un très joli marché à Céré. Ouais, il est content de savoir ça, je pense. Non, mais tu vois, enfin, c'est un exemple. Je m'inflige France Info là depuis quelques temps au niveau de la radio, parce que la télé c'est vraiment pas possible. La radio, comme je fais pas mal de routes, j'en écoute un peu. Et la place qui est laissée à l'information sportive est quand même incroyable, quoi. Enfin, c'est quoi? C'est un tiers de leur information, c'est le sport. Ouais. Bon, là, je sais pas. Tout va bien, il y a du sport. Je sais pas si les gens qui nous écoutent là sont au courant, mais il y a quand même une sécheresse incroyable dans le nord de l'Inde. Je sais plus dans quelle Ils sont province. montés jusqu'à 74 degrés, j'ai vu en ressenti. Non, mais ils sont obligés de mettre l'armée autour des points d'eau parce qu'il y a des scènes d'émeutes. Alors, pour ta Parce qu'ils ont gouverne, plus en de quoi Inde, c'est au boire. Rajasthan que ça se passe. C'est au Rajasthan, non, c'est le Payar Padresh, non? C'est pas ça le... Au Rajasthan, il fait au moins aussi chaud qu'au Mais je crois qu'il y a encore 2 états où ils sont encore en sécheresse parce que les autres, la mousson a commencé à tomber, mais ils étaient mal jusqu'à hier ou avant-hier. J'ai eu de plaintes de tigres qui m'ont demandé des brumisateurs. Hein. Ouais, non, mais donc ils ont plus d'eau, quoi. Les mecs sont obligés de boire de l'eau de leur vaisselle pour survivre. On est à ce point-là et on sait que ça va avoir des conséquences très importantes l'année prochaine parce que du coup ils retardent les semis, ils retardent les cultures parce qu'ils ont pas de quoi les arroser. Le bétail est en train de crever, donc ils vont être obligés d'importer de l'extérieur. L'Inde a pas de moyens. Comment ils vont faire, quoi? Pas de moyens. Écoute, quand c'est pour acheter des rafales, il y a du monde. Hein. Ouais, non, mais c'est un peu ça, ouais. Puis là, on leur vend de l'eau, donc nous, on doit être heureux. Les autres États doivent être heureux, on leur vend de l'eau, donc le prix de l'eau a doublé, hein, quand même. Évidemment. C'est horrible, c'est horrible. Alors qu'en fait... Mais ils sont plus d'1 milliard. Voilà, quand on a... Ils sont 1,5 milliard, ouais. Voilà, tu vois. Les Chinois, d'ailleurs, depuis, ils ont dû passer, pas à 2 milliards, mais pas loin, tu vois. C'est un tout petit peu plus, en fait. Hein. On parle beaucoup de la Chine en termes de surpeuplement, mais l'Inde n'est pas très loin. Ouais, non, mais c'est pour ça, donc... Ouais, non, mais c'est... Je trouve ça horrible, voilà. Donc, Mais on le rappelle, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, mais ça, c'est évident. Et il faut arrêter de dire que ça y contribue, hein. Ça, faut arrêter la connerie là, ça y contribue pas du tout. Non, vous faites pas avoir le à chaque bonheur, fois. mais il contribue. Non, mais ça, Tout moi, le je peux monde le se dire. fait avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Ça y contribue à partir d'un certain seuil. On rappelle à nos chers téléspectateurs. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour Quand l'avoir tu aussi, perds ton pognon? ta vie à la gagner. Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'avoir, ton pognon, hein. Faut se poser la question, c'est savoir comment on gagne son argent quand Moi, même. je boite. Chacun son truc. Alors, on va te remercier. On va rappeler que c'est jeudi soir, ici même, Place Rigaud, à Lubu, et que c'est à 20h30. C'est ça. Eh bien, Guillaume. Et je vais essayer de vous faire passer un bon moment malgré tout. Merci. Et merci.